Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour une vidéo pas très drôle, mais comme je vous l'avais dit dans le hall Temu, j'ai quand même des choses à dire et une certaine colère. Donc j'ai perdu mon père début janvier. Il a fait Noël et le 1er janvier à l'hôpital. C'était la troisième fois qu'il était hospitalisé. Je crois qu'inconsciemment j'y étais préparée parce que lorsqu'il est sorti la deuxième fois, il est sorti alors il rentre valide, hein, il a des problèmes cardiaques, donc il tombe et après on peut plus le relever, c'est problématique. Donc déjà la deuxième fois quand il est sorti, il pouvait plus marcher parce qu'il avait été placé en gériatrie. Donc là vous avez intérêt à être très vigilant et à surveiller ce qui s'y passe. Mon père c'est aussi un patient, je vous l'avais déjà dit, mes parents sont dans la partie médicale. Ils ont travaillé pour des laboratoires, des gros laboratoires. Voilà, mon père ça va être quelqu'un qui est âgé, donc déjà avec son petit caractère, sans filtre, et qui va vouloir faire un petit peu ce qu'il veut, quoi. Quand il est sorti, puis c'est pas quelqu'un qu'on oblige à faire quelque chose, ou il faut vraiment le raisonner. Moi j'y arrivais un petit peu, parce qu'il ne me voyait pas souvent, tout ça. Je sais que pendant un temps il a eu un kiné quand j'ai passé une semaine avec lui, enfin chez mes parents, le kiné il se pointait. Et mon père il disait bah non, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Et le kiné il repartait, il n'en avait rien à battre. De toute façon sa séance elle était payée, qu'il fasse quelque chose ou pas. Voilà, qu'il fasse une séance ou pas avec mon père, de toute façon elle était payée vu qu'il se déplaçait à domicile. J'ai dit à mon père, il va falloir quand même que tu arrêtes ça, que tu fasses tes trucs sérieusement. Parce qu'en fait, quand il est sorti de la deuxième hospitalisation, il ne marchait plus. Il avait un déambulateur où il avançait un pied tout doucement comme ça, et l'autre il le traînait comme ça derrière. Voilà. Et il montait les escaliers sur les fesses. Donc je lui dis, voilà, va falloir que tu sois un peu plus raisonnable et que tu fasses... N'écoutez pas, c'est pas vrai. Tes exercices correctement. C'est pas vrai. Et alors je sais pas comment ça s'est venu, mais ils ont changé de kiné. Alors je sais pas si c'est ma mère qui l'a changé, je sais pas si c'est lui qui a pris la responsabilité, enfin qui l'a changé. Moi je l'ai revu 2 mois après où il marchait parfaitement bien. C'était une kiné qui venait à la maison, nickel. Vraiment elle faisait un super boulot et en 2 mois elle l'a refait marcher, il reprenait la voiture, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, mon père avait des problèmes cardiaques et il avait aussi des problèmes dans les jambes. Il a eu des stents, il a eu, quand il était plus jeune, un accident de tondeuse qui a sectionné une artère. Le pied est passé sous la tondeuse et ça lui a sectionné une artère. Il a gardé sa jambe et tout ça. Mais là, à l'hôpital, pour la 3e fois, ils lui ont diagnostiqué une artérite. Donc c'est quelque chose de relativement douloureux. Voilà. Donc là, on part sur la 2e hospitalisation. Donc j'avais fait des recherches par rapport aux symptômes, parce que quand il a été hospitalisé, ils se sont aperçus à la 2e hospitalisation qu'il avait un problème, peut-être qu'il avait un problème au foie, qu'il avait un problème au poumon, il y avait des petites taches lors de la radio. Mais en fait, il ne savait pas ce que c'était. Et très probablement, c'est les conséquences d'une fausse route qu'il a fait 2 mois auparavant. Et ça, c'est, je ne sais plus qui lui a dit en voyant les radios, mais voilà, c'est quelqu'un qui avait déjà vu ça et qui s'est dit, ah mais ça c'est peut-être une fausse route, est-ce qu'il y a 2 mois vous n'avez pas fait une fausse route? Et effectivement, il s'est souvenu qu'il en avait fait une. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, il est sorti dans un état lamentable la 2e fois. Donc, je lui avais dit, va falloir que tu fasses tes trucs plus sérieusement parce que j'ai peur. Et je lui dis qu'à la 3e, tu t'en sors pas, quoi. Tu t'en sors pas vivant, que tu ressortes les pieds devant de l'hôpital.
Je lui dis, il faut que tu fasses plus attention à la prise de tes médicaments, à tes examens. Alors c'est pareil, il avait fait, par rapport justement à ce que je vous disais aux symptômes, je m'étais aperçu, j'avais dit à ma mère, est-ce qu'il ne fait pas un tel problème cardiaque? Je me souviens plus de ce que j'avais dit. Et ma mère, je lui ai dit, il faut lui faire ça, ça et ça comme examen. Et ma mère m'avait dit, mais c'est déjà fait. Et je lui ai dit, est-ce que tu as eu les résultats? Elle me dit non. Et en plus, donc ma mère, je vous l'ai dit, était... Les deux sont travaillés pour des laboratoires. Ma mère était spécialisée dans les maladies cardiovasculaires et mon père dans tout ce qui est urologie, intestinale, digestion, tout ça. Donc ma mère me dit, mais j'emploie même des termes médicaux pour leur prouver, pour leur montrer quand même que je sais de quoi je parle et qu'ils peuvent tout me dire, que je connais quand même. Et ben non, elle me dit, ils me prennent de haut. Ils veulent me donner aucune info. Donc ça, là, c'est absolument pas normal. Et alors moi, j'avais déjà commencé à dire à ma mère, ouais, j'ai vu que dans la ville à côté de chez nous, il y avait, comment on appelle ça là, le truc, le conseil de l'ordre des médecins, là, des trucs. Il y en a un dans la ville, justement, où il y a l'hôpital où a été hospitalisé mon père. Donc, ou alors il lui disait non, les résultats, vous n'allez pas les avoir tout de suite dans 15 jours, mais 15 jours après, elle les recevait pas, etc. Et je disais à ma mère, mais il faut savoir s'il a ce truc-là et tout. Mais elle me dit, mais il a déjà des médicaments pour le cœur, il a des médicaments pour fluidifier le sang. Et je lui dis, mais il faudrait voir s'il n'y a pas des médicaments plus adaptés quoi, pour cette pathologie-là. Et elle me dit, oui, mais de toute façon, il va voir le cardio tel jour, mais il n'y a rien. Le cardiologue, je sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, le cardiologue, donc je n'ai pas porté de jugement, mais j'ai une très piètre opinion voilà, de ce cardiologue. Maintenant, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc bon, il avait bien récupéré, tout était nickel, et il retombe, du coup il se refait hospitaliser une 3e fois. Là, la mère se bat pour... alors il n'est pas en service de gériatrie, il est en gastro, voilà. Parce qu'il faut savoir que des années plus tôt, il a eu un petit cancer, et du coup elle a dit, bah, en gastro, comme ça vous allez faire un contrôle, voir si tout va bien à ce niveau-là. Parce que pareil, hein, c'est mon père, aller voir des médecins pour voir des médecins, c'est hors de question. Faire des contrôles, c'est hors de question non, aussi pour lui. Voilà, bon, enfin bref. Et donc il rentre valide, hein, sauf qu'il il était tombé, il pouvait plus se relever, mais il était encore valide, il était conscient, il y va avec des mots croisés, ses tablettes là, c'est... voilà son iPad, il joue, voilà son iPad, ça c'était à lui, hein, son iPad, il joue avec, il fait ses mots croisés, ses sudoku, tout va bien, mais ma mère, alors, très rapidement ils lui ont mis une sonde urinaire. Donc ma mère elle dit, mais pourquoi vous lui avez mis une sonde, il n'a jamais de problème urinaire, donc ils ont prétexté un problème de... une prostate un peu plus grosse. Alors pareil, il faut faire attention à ce qu'ils vous disent, parce qu'ils peuvent prétexter des choses qui ne sont pas... c'est pas que c'est pas vrai, mais je vois pas en quoi ça peut avoir un impact sur une future ou une éventuelle infection urinaire. Là, en l'occurrence, a priori, il n'en aurait pas eu d'infection urinaire, donc il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cette sonde-là. Mais en fait, c'est pour leur tranquillité, ils te collent une sonde avec la poche de pipi sous le lit ou sous le fauteuil qui viennent changer 1 à 2 fois par jour, et basta, comme ça, ils n'ont pas à lever les personnes. Ensuite, moi, tous les jours, j'appelais, hein. J'appelais pour avoir des nouvelles. Donc ma mère, elle me dit, c'est bizarre, je lui avais déjà dit lors de la 2e hospitalisation, parce qu'elle m'avait dit, il déraille.
Et je lui dis non, il déraille pas, ils sont en train de le shooter, de le foutre dans un état comateux. Donc quand on est moi je le sais, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. C'est comme si on allait dans un monde, une dimension parallèle. Et ce que tu vis là-bas, c'était tellement familier, c'est que quand tu reviens, tu es déboussolé, tu comprends pas. Parce qu'il disait, en plein été, il disait à ma mère, mais je comprends pas, il y a 2 secondes, il neigeait, elle est où la neige parce que, voilà, tu te balades comme ça, c'est comme si tu te baladais d'une dimension à une autre. Et quand tu reviens, tu es vraiment déboussolé, quoi, tu comprends pas. Surtout si tu n'as jamais vécu ce genre d'expérience. Donc je disais à ma mère, non, t'inquiète pas, il a toute sa tête, c'est juste que il est déboussolé quand il revient dans cette pseudo-réalité, et c'est tout à fait normal. Je lui dis par contre, ça veut dire qu'il le shoot pour avoir la paix. Parce que mon père, c'est un patient qui n'est pas facile. Voilà. Et si tu fais pas ce qu'il te dit, c'est possible qu'il t'insulte. Après, il y a une maladie psychiatrie un peu borderline qui vient un peu s'ajouter dessus. Les médicaments, il va te dire alors ça je connais, c'est de la merde, je prends pas. Ça ok, je vais bien prendre. Ça je prends pas, c'est de la merde. Et voilà, il se fait son truc comme ça. Les trucs qui rendent fous les médecins. Vous savez, enfin, s'il y a des médecins qui passent par là, ils vont voilà. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il faisait avec ses médicaments. Ma mère lui donnait, mais la 3e fois où il s'est fait hospitaliser, il a dit à ma mère, t'arrêtes de me les donner, je me démerde moi-même. Voilà. Résultat, il se retrouvait à l'hosto. Là, ça a recommencé, j'ai dit à ma mère, fais gaffe, ils sont en train de le shooter pour avoir la paix. Après, c'est pas le patient qui va appuyer sur le truc et déranger toutes les 5 minutes. Mais si c'est pas ça va pas être le patient le plus agréable au monde. Hein. Si tu viens le voir et que tu lui dis tout va bien, il va te dire oui, ou t'envoyer bouler. Ah oui, après il va te faire chier pour sortir de l'hôpital, parce que ça il supporte pas être enfermé. Donc ouais, il peut être très pénible. Il paraît que la nuit il dort pas. En fait, il dort en saccadé. Donc les moments où il dort pas, et surtout la nuit, c'est possible qu'il soit pénible. Je n'en sais rien. Je n'y étais pas, mais bon, voilà. Donc ce qu'ils font, et c'est probablement ce qu'ils font aussi avec tous les patients, parce que là j'ai vu ma belle-sœur, et ben son copain a perdu son père l'année dernière, pareil, et ça s'est passé exactement de la même manière. Donc il le shoot pour avoir la paix, il te colle une sonde urinaire et ben, quand tu es shooté, tu peux plus trop bouger, tu peux plus rien faire, ce qui fait que surtout quand tu es âgé, tu perds tes muscles très rapidement. Et il y a soi-disant une kiné qui passe tous les jours. Non. Il passe faire salut, voilà, et il se barre. Mon père, il avait les os et la peau collés dessus. Il n'y avait plus de gras, plus de muscles, plus rien. Et la peau toute desséchée. Je lui passais de la crème et tout ça pour réhydrater un petit peu. Et il a perdu très... Alors, il était question, au bout d'une semaine, qu'il sorte de l'hôpital pour aller en maison de convalescence parce que comme il perd très vite ses muscles, il faut refaire travailler ça pour qu'il puisse remarcher. Et à la maison, c'était pas possible. Même si toute sa chambre, elle est aménagée et plus ou moins médicalisée, c'était pas possible, sauf qu'il n'y avait pas de place. Et j'avais dit à ma mère, bon ben je vais voir s'il y a quelque chose chez moi. Elle me dit non, je vais revoir encore le médecin et tout ça. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, son état s'est redégradé le lendemain ou 2 jours après. Pour moi, il était encore re-shooté. Et du coup, c'est arrivé à ce qu'il ne puisse plus bouger. Voilà. Donc, ils lui ont foutu, pareil, pour avoir des couches, ils lui ont mis des couches et ils lui ont dit, bah, vous faites dessus. C'est super humiliant pour un homme valide, enfin qui était valide, qu'on a shooté
Alors, soi-disant, c'est de la morphine, parce que ce qu'il avait, l'artérite, c'était très douloureux, mais il avait des doses de morphine assez élevées pour le shooter de cette manière-là. En plus, il faut savoir une chose, c'est que lors des anesthésies, à chaque fois qu'il était opéré, il devait le... Mon père, c'est un patient qui se réveille lors des anesthésies. Si tu ne charges pas l'anesthésie, quand il a eu son accident de tondeuse, il s'est réveillé en pleine opération. Il s'est redressé comme ça sur le lit et il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et vite, là, le chirurgien, il était... En fait, c'est un anxieux. Voilà, c'est quelqu'un de très anxieux, donc il faut assez charger. Donc je pense que sur la morphine, ils n'y allaient pas de main morte. Et donc moi, j'y suis allée toute une semaine. Et c'est ma mère qui allait tous les midis pour lui donner à manger. Parce que sinon, elle soupçonnait que les aides-soignantes ne lui donnent pas à manger. Si vous voulez, elle rentre dans la chambre et elle dit Monsieur Untel, est-ce que vous voulez manger? Est-ce que vous avez faim? Pour peu que ce soit... c'était le cas de mon père parce qu'elle l'a surpris, c'était pour un 4 heures. Et mon père a répondu non, faim. Voilà. Très aimable. Donc elles ne cherchent pas à comprendre. Hein, elles vont pas. Alors qu'en fait, si, il avait faim, puisque ma mère, quand elle lui donnait à manger, il mangeait tout. Donc on a vu le médecin, pareil sans gants, qui nous a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps. À cause de l'état de ses jambes. Que normalement, voilà, il faudrait faire une amputation. Donc ma mère lui a demandé au médecin, est-ce qu'on ampute? Quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on doit le faire? Et le médecin a dit, de toute façon, c'est pas à l'ordre du jour, parce qu'il est trop faible. Et puis elle a dit, il risque de partir dans les jours prochains. Donc moi, je voyais mon père tous les jours, 2 fois par jour. Un coup dans un état complètement comateux. Et le matin, quand on est arrivé pour le midi, donc elle le mettait sur le fauteuil. Donc là, il était un peu plus frais parce que je suppose que les médicaments, elle venait de lui donner pour le shooter. Par contre, donc vite, ma mère donnait à manger, à mon père le faisait manger, mais il s'endormait au cours du repas. Pourtant, elle essayait de faire ça assez rapidement, mais il s'endormait ou il était dans un état plus ou moins comateux, où c'était mécanique, tu sais, elle lui disait ouvre la bouche, il ouvrait, il avalait, tout ça. Le médecin nous a dit, ouais, normalement, il devrait manger 3 fois plus que ce qu'il a. Sauf qu'il n'a pas 3 fois plus à manger, et en plus, il est tellement shooté qu'il n'arrive pas à rester éveillé suffisamment longtemps pour qu'on leur donne le repas. Et en plus, très honnêtement, je ne sais pas si l'aide-soignante lui aurait donné à manger. Il y avait une aide-soignante pour 15 chambres. Ma mère m'avait déjà dit de me taire, de ne pas faire de scandale, parce que quand elle avait été voir mon père, dans les premières fois, sans faire exprès, elle avait appuyé sur le bouton d'appel et elle était sortie de la chambre pour dire à cette aide-soignante de ne pas se déplacer, qu'en fait c'était elle qui avait appuyé sans faire exprès sur le truc. L'aide-soignante était dans une chambre et donc ma mère commence à lui dire ça. Elle n'a même pas fini sa phrase que elle lui gueule dessus en lui disant « Mais vous voyez pas que je suis occupée ?» Et donc elle lui dit « Mais oui, c'est pour ça que je viens vous avertir de ne pas vous déplacer, c'est moi qui ai appuyé. » L'aide-soignante, elle n'écoute même pas ce que ma mère lui dit, elle lui regueule une 2e fois de suite. Donc ma mère, elle est un peu, voilà, elle est âgée quand même, elle a 83 ans, elle est un peu déboussolée et elle comprend pas la réaction. Elle lui dit, bah oui, mais moi c'est pour pas que vous vous déplaciez pour rien. Et là, elle lui regueule une 3e fois dessus, pareil, en lui disant les mêmes choses. Vous voyez pas que je suis occupée. Là-dessus, je ne sais, elle me dit, il y a soit une autre aide-soignante qui sort, soit une infirmière. Elle me dit, je ne sais pas. Du coup, qui m'a parlé, tout ça, qui m'a raccompagnée. Et je sais qu'elle est, parce que j'ai écouté et je suis revenue, elle est partie parler à cette aide-soignante.
très certainement, pour lui dire de se calmer et de pas mal parler comme ça aux familles. C'était déjà assez compliqué comme ça, surtout quand il n'y avait pas lieu d'être, quoi. Ma mère, elle venait pas l'importuner, elle venait juste lui dire de ne pas se déranger. Voilà. Et l'autre, conne, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, hein, qui n'écoute même pas ce qu'on lui dit, qui se met à hurler comme ça sur les gens. Du coup, après, elle était plus aimable avec ma mère. Moi, je sais qu'une fois, mon père était assis sur le fauteuil, il se met à glisser. Donc, je vais vite essayer de la trouver, parce que nous, dès qu'on le touchait, il criait. On avait essayé de le relever, mais c'était pas possible. Donc, je vais voir cette même aide-soignante qui me crie pas dessus. Je lui dis, mon père est en train de glisser du fauteuil. Et elle me dit, je finis mes transmissions, mais très sèchement, hein, je finis mes transmissions et j'arrive. Je lui dis, ben, faites assez vite parce que là, il glisse. Je finis mes transmissions et j'arrive. Voilà comment elle m'a parlé. Je l'ai regardée très méchamment, mais vraiment, avec un sale regard. J'ai rien dit, je suis repartie dans la chambre. J'ai dit à ma mère, c'est encore autre connasse. Voilà. Et en fait, elle est arrivée assez rapidement. Je ne sais pas si c'est suite à mon regard. Je ne sais pas, bref. Et bon, elle est venue avec quelqu'un et ils l'ont redressée sur le fauteuil. Je peux comprendre qu'elle soit débordée. Parce que le médecin nous avait dit, quand on l'avait vue, c'est pour la dédouaner, hein. Je pense que le médecin a dit tout ça pour la dédouaner de son putain de caractère de merde. Nous avait dit qu'elle était seule pour 15 chambres. Sauf qu'on n'est pas aveugle et qu'on voit dans le même service, un peu plus loin, 4 ou 5 aides-soignantes qui, eux, ne sont pas seules. Donc, pour moi, c'est incompréhensible qu'elle soit seule pour 15 chambres et qu'il y en ait 4 ou 5 pour le même nombre de chambres un peu plus loin. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer, je ne sais pas, je n'ai posé aucune question, parce qu'encore une fois, ma mère m'avait dit de faire plutôt profil bas pour pas qu'il se venge sur mon père. Donc déjà, nous sort ça pour la dédouaner. Elle nous annonce que mon père, il va partir, décédé dans les jours qui viennent. Moi, j'ai ouvert un peu ma bouche, et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous lui donnez pour le shooter de cette manière-là? Elle me dit, c'est la morphine, il souffre trop. Je lui dis, écoutez, il y a 3 semaines, ok, il avait mal aux jambes, mais c'était pas à ce point-là. Elle me dit, oui, l'artérite, ça se dégrade très vite et tout ça. Donc, je ne sais pas. J'ai dit à ma mère, est-ce que c'est vrai? Elle est restée vague là-dessus. Je poserai la question à mon médecin. Là, je vais voir mon médecin tout à l'heure. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails parce que c'est pas utile. Juste mon expérience, beaucoup de colère parce que je vois beaucoup de choses inutiles, dégradantes pour leur faciliter la vie, pour pas qu'ils aient à porter les personnes sur les toilettes ou aider les personnes à aller aux toilettes. J'ai vu aussi, je suis tombée par hasard justement sur une nouvelle chaîne d'une aide-soignante, mais elle ancienne, qui a 20-25 ans de boutique, et qui disait, et on me l'a aussi confirmé, que toutes les petites jeunes là qui arrivaient aide-soignante déjà, parce que normalement aide-soignante il y a quand même quelques années, enfin il y avait quelques années d'études, maintenant c'est plus du tout le cas, elles ne font plus ça par vocation, mais tout simplement parce que il y a de la demande, hein. Et en plus, comme il y a de la demande, elles négocient, quand elles se passent l'entretien d'embauche, elles négocient leur salaire, et elles sont au même salaire que les anciennes aides-soignantes qui ont 20-30 ans de maison. Elles commencent direct au même salaire. Cette aide-soignante-là disait aussi qu'elle choisissait leurs horaires, et qu'elle venait un petit peu quand elle voulait aussi. Voilà, et qu'il fallait surtout rien leur dire. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, cette aide-soignante là qui était vraiment mauvaise et voilà, le médecin la défendait. Voilà.
Donc je pense que c'est vrai ce qu'elle dit, hein, qu'effectivement il faut rien leur dire parce qu'il y a tellement peu de personnel que on doit fermer notre gueule, quoi. Il y a juste un moment donné où je me suis énervée, où là j'ai dit au médecin quand même que c'était du foutage de gueule parce que toujours pour dédouaner cette aide-soignante, le médecin a dit oui mais quand même ce matin votre mari il a mis un pain à une aide-soignante. Donc là je suis sortie de mes gonds, j'ai dit pardon. Je lui ai dit mon père il a jamais levé la main sur qui que ce soit. Non seulement il a jamais levé la main sur qui que ce soit, alors ok il peut être bougon, il peut voilà, mais jamais il lèvera la main sur personne, même pas sur nous. Et donc ma mère dit ah c'était peut-être un geste. Je lui dis non, ça peut même pas être un geste parce qu'il a que la peau sur les os, il n'y a plus de muscle, il peut plus lever son bras. Donc même par inadvertance ou pas parce qu'on lui a fait mal, il a fait un geste brusque, c'est pas possible. C'était pas possible. Et du coup, et là, le médecin n'a rien dit. Elle n'a pas relevé, hein, elle n'a rien dit, Minou, hein, Non. quand j'ai dit ça. Hein. Mais même moi, j'y ai dit, c'est pas possible, Voilà. c'est pas quelqu'un, il a jamais été violent. Ouais. Donc, ils n'ont pas relevé. Et je pense qu'ils inventent des trucs pour se dédouaner de certaines choses. Ah oui, parce qu'une chose, et c'était le but de ma vidéo. Voilà, le but de ma vidéo, c'est pas de vous raconter... si c'est de vous partager, de vous dire que c'est vrai. Quand vous voyez des témoignages, par exemple dans le TPMP, ou à l'hôpital, ils n'ont pas eu à manger, ils ont été affamés. Il y a une, je sais plus qui est mort une mort de faim, c'était passé dans le TPMP. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé pour mon père, parce que ma mère, malheureusement, n'a pas pu y aller pendant 3 jours, parce qu'elle s'est chopée une méga infection aux bronches. Et en fait, la veille de sa mort, elle allait un petit peu mieux, donc elle y a été. Donc elle lui a redonné à manger et tout ça. Et en fait, il est décédé le lendemain à 11 h. Donc ça se trouve, il avait pas assez suffisamment à manger, parce que le médecin nous avait dit, à chaque fois qu'il a un truc ou qu'il y a une infection, parce qu'il a des escarres, il avait des plaies aux jambes là, dues à son artérite et tout ça, qui étaient soignées, qui se refermaient, qui se rouvraient. Ça a duré depuis des années. Et surtout, c'était aussi chopé des escarres. Et des escarres, c'est ma mère qui s'en est aperçue, hein, sous la plante du pied. Et on suppose, mais on le voit pas, parce que c'est pareil, quand les aides-soignantes rentrent pour le bouger, tout ça, elles vous foutent dehors pour faire la toilette. Vous pouvez pas assister et voir s'il a des escarres aux fesses ou ailleurs. Bon, il s'est avéré qu'il en avait à la toilette mortuaire. On nous a dit dans quel état voilà, il était. Donc ça, c'est passé sous silence. Mais si tu poses des questions, ben voilà, tu vas avoir des réponses. Et toujours pareil, à l'hôpital, on ne peut pas imposer. Tu ne peux pas dire non, si moi je vais rester, ou je vais vous aider, ou je veux voir comment vous allez... Voilà, je veux examiner, je veux ramener une infirmière pour lui faire une prise de sang de l'extérieur pour savoir ce que vous lui filez comme drogue dans le sang, ou faire venir sa kiné de l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez que fermer votre bouche si vous ne voulez pas qu'on s'en prenne encore plus. Voilà. Et voilà où je voulais en venir. Qu'en fait, il y a une solution. Quand vous commencez à savoir que vous êtes malade, des maladies cardiaques, des trucs comme ça, allez commencer à vous faire soigner dans les CHU. Pas les CHR, parce que les CHU, c'est les centres hospitaliers universitaires, et vous avez des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants, et il y a du personnel, et il n'y a pas de problème d'escar, tout ça, enfin du moins c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Dites-moi s'il y a des gens qui passent par hasard ici, s'ils ont été soignés dans les CHU, et si c'était mieux que dans les CHR. CHR, je vous dis, c'est une catastrophe de ce qu'on en entend. Justement, le cousin de mon père nous a dit, ah, si on avait su, il serait venu à Tours. Ça serait pas passé à Tours, c'est un CHU. En plus, le CHU de Tours, il est spécialisé dans les maladies cardiaques.
Voilà. Maintenant, je vais vous dire, c'est mon avis. Nous, je vous ai déjà fait une vidéo pour les soins dentaires. On va en CHU à Toulouse. Et la clinique d'odontologie, l'hôpital d'odontologie, là. Et on est super bien soignés. Les jeunes, ils sont adorables, ils sont humains. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Donc, pour moi, mais dites-moi vous s'il y a déjà des gens qui se sont fait soigner plutôt en CHU. Alors, je vais vous dire la liste des CHU par rapport à vos lieux de résidence. En ordre alphabétique, vous avez Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Bourgogne, Grenoble. Sur les îles, il y a La Réunion. Il y en a un à Lille, Limoges, Lyon, assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je ne sais pas qui c'est. Il y a un CHU aussi en Martinique. Il y en a à Metz, un à Montpellier, un à Nancy, un à Nantes, Nice, un à Nîmes, Orléans. Les hôpitaux Paris, je crois que c'est la Salpêtrière. Il y en a à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Il y a le CHU de Poitiers. Reims. J'ai dit tout. Ah oui. Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours. Et Tours, il me semble que c'est lui qui est... Je vais vous mettre le lien où j'ai vu ça et vous cliquez sur chaque CHU et ils vous disent un petit peu tout, les pôles qu'il y a. C'est-à-dire anesthésie, réanimation, biologie médicale, bloc opératoire, cancérologie, urologie, cœur, thorax, vaisseau enfant. Il me semble que c'est celui de Tours. Hein, oui, c'est celui de Tours qui va être spécialisé en maladie cardiaque. Voilà, ils vous disent le nombre de lits, etc. Le CHU de Tours est composé de 6 hôpitaux. Et des lits, il y en a un. Par exemple, le hôpital Trousseau, 493 lits. Bretonneau, 826 lits. Hôpital Clocheville, 162 lits. L'Ermitage, 192 lits, etc., etc. Psychiatrique universitaire, 60 lits. Mettre le lien. Et voilà, c'était surtout pour ça que je voulais faire je faisais ma vidéo pour vous donner mon expérience. Aussi un petit peu pour exorciser ma colère. Voilà, parce que moi je suis à 5 heures de route. Hein. J'étais pas... et la frustration aussi de ne pouvoir rien faire. Quand il a eu un regain de vitalité qu'il aurait dû sortir, on aurait dû le transférer immédiatement. Mais il y avait de la place nulle part. Enfin, il a très vite rechuté. Donc, voilà. Franchement, si vous avez eu des expériences, ça m'intéresse de connaître votre avis. Que ce soit en CHR ou en CHU. Et donc, voilà, le but de ma vidéo, c'était pour être... soyez vigilants. Et qu'en fait, il faudrait y être H24. Voir... il y a des hôpitaux où vous avez le droit de coucher hein, quand vous êtes la femme ou le mari, vous avez le droit de coucher dans la même chambre. Mais bon. En fait, il faut surveiller de près, quoi. Et je pense qu'en CHU, c'est mieux. Et qu'il faut se faire d'emblée accepter en CHU. Ça, c'est mon opinion. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous mettrai en barre d'infos la liste des CHU. Et surtout, si vous avez une expérience pareille, ça m'intéresse de la connaître. Et de voir, voilà. Et de vous dire que non, c'est pas fake. Il y a vraiment de la maltraitance. Des humiliations. Après, mettez-vous à Alpazanov valide. On vous fout une couche et on vous oblige à vous pisser dessus ou à vous chier dessus. Parce que moi, il le demandait, mon père. Hein, il disait, je veux aller aux toilettes. Je veux aller aux chiottes. Mais non, non, vous vous faites dessus. On vous a mis une couche, c'est fait pour. Voilà. Abject. Abject. C'est humiliant.
Surtout pour un homme qui a toujours été valide, qui a eu sa fierté, etc. Bon, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.